Monsieur le professeur, en tant que chef de la division de santé mentale au ministère de la Santé, quelles sont aujourd'hui les priorités du Sénégal en matière de politique publique en santé mentale? Merci Jean-Michel. Je pense que de notre posture de chef de la division santé mentale, nous avons travaillé sur un plan stratégique santé mentale qui, sur les 5 prochaines années, et une des orientations principales, c'est de rendre accessibles les soins de santé mentale dans toutes les régions. Et c'était une demande suite à une enquête nationale qui avait montré un déficit en ressources humaines et en structure. Donc l'intervention qui avait été choisie était d'intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire à travers des formations en cascade allant du spécialiste à l'agent communautaire. Alors, vous dirigez actuellement également la recherche à l'IREP, institution universitaire majeure. Comment articulez-vous à votre niveau les enjeux de recherche scientifique avec les besoins opérationnels de terrain en matière de santé mentale? En tant qu'enseignant chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'occupe le poste de directeur des études à l'IREP, et avant j'étais le directeur de la recherche. Et nos priorités dans cet institut sont d'abord d'avoir des offres de formation de qualité, mais ces offres de formation de qualité doivent être adaptées au contexte, d'où l'importance d'explorer, de faire de la recherche en santé mentale, qui n'est pas facile du tout, parce que cette recherche doit respecter certaines normes et a besoin de ressources. C'est pour cela que nous nous sommes orientés vers des approches pragmatiques, avoir une recherche locale qui puisse nous donner des évidences scientifiques sur les meilleures approches. Et une des premières recherches qu'on a eu à mener, c'était de rechercher les déterminants de la santé mentale à travers une enquête nationale qui nous a permis, et cette enquête a allié une approche qualitative et quantitative, et ça nous a permis de comprendre, d'avoir des statistiques en santé mentale, les premières d'ailleurs, et de comprendre quels étaient les facteurs sur lesquels on devait travailler pour améliorer la santé mentale de nos populations. Et un des facteurs qui était ressorti, c'était cette ignorance. L'ignorance que la santé mentale existe, ce n'est pas la maladie mentale, que la santé mentale est transversale et que aussi la santé mentale peut être portée par tout le monde. Ce n'est pas seulement les scientifiques ou bien les médecins et les psychiatres que ça intéresse. Donc, et là, ça montre un peu derrière cette ignorance toutes ces pratiques que l'on a de stigmatisation, les tabous, les préjugés qui existent dans la communauté envers les personnes qui présentent des troubles psychiatriques, mais aussi qui cachent la souffrance psychique des populations. Alors vous êtes psychiatre de formation, mais aussi épidémiologiste. En quoi cette double expertise vous permet-elle d'aborder différemment les dynamiques psychosociales au sein des populations vulnérables du pays? C'est important et je pense que c'est ça qui a porté le choix du ministère de la Santé à me mettre à ce poste. Le fait d'être psychiatre et d'avoir commencé par la clinique, d'avoir vécu le malade au lit du malade, dans l'interaction entre le thérapeute et d'avoir fait cette expérience m'a donné une réflexion assez particulière et ça m'a poussé à aller voir mieux, aller vers des orientations beaucoup plus globales à travers les formations de santé publique que j'ai eu à faire. Et les 2 niveaux de lecture m'ont permis de comprendre l'importance d'avoir un système. C'est-à-dire c'est le système de santé mentale qui est le plus important. Si ce système de santé mentale est assez bien structuré
et que ce système est constitué de ressources humaines qui peuvent être disponibles par rapport aux populations, on aurait gagné un pari. Mais aussi, ce système ne peut pas se faire sans les populations eux-mêmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on va faire la promotion de la santé mentale, c'est le père de famille, c'est le chef de ménage, c'est l'enseignant, c'est l'enfant même qui va à l'école, l'élève, etc. C'est eux-mêmes qui doivent commencer à avoir les comportements adéquats pour pouvoir préserver sa santé mentale. Et c'est ça qui fait que cette lecture de la perspective de la santé publique est importante pour qu'on puisse considérer la santé mentale à un niveau essentiel et qu'on la mette dans toutes les interventions ou tous les programmes de santé que le Sénégal va mettre en place. Alors, le Sénégal est confronté à des problématiques complexes, comme par exemple les traumatismes liés à la migration, les violences intrafamiliales, la précarité sociale, les catastrophes naturelles. Quelles approches thérapeutiques vous semblent-elles les plus pertinentes pour répondre à ces défis contemporains? Pour répondre à cette question, je vais d'abord parler de l'existant. L'existant, souvent, on a une tradition psychiatrique, l'hôpital Fann, toute cette histoire qui est là, donc qui offre des soins spécifiques et centralisés. C'est-à-dire que les soins psychiatriques sont au niveau hospitalier. Et donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas une bonne pénétrance sociale, il n'y a pas une accessibilité. Et donc les populations, ils s'adaptent en créant d'autres solutions. Ici, on a des solutions par rapport aux maisons traditionnelles qui suivent les patients, les marabouts qui soignent certaines pathologies psychiatriques, il y a les religieux qui font de l'exorcisme, etc. Donc toutes ces pratiques sont entremêlées. Maintenant, ce qui était mieux, je ne veux pas dire l'idéal, mais mieux, c'est d'avoir des pratiques qui sont efficaces. Quand on dit efficaces, ce sont des pratiques qui sont validées peut-être dans d'autres pays, mais au moins qui s'adaptent à notre contexte. Des pratiques qui sont abordables, c'est-à-dire abordables par rapport au plateau technique, par rapport aux médicaments, par rapport aux coûts, et des pratiques qui sont accessibles au personnel de soins. C'est-à-dire que ça ne sera pas, parce qu'on ne pourra jamais avoir assez de psychiatres pour tout le Sénégal, ni assez de psychologues, ni assez de travailleurs. Donc on a besoin d'avoir des méthodes rapides, faciles d'utilisation, accessibles aux communautés et qui ne coûtent pas cher, moins coûteux. Et si on parvient à trouver des solutions pareilles, on pourrait répondre aux besoins de nos populations. Vous êtes l'un des tout premiers hauts responsables sénégalais à vous être formé à l'EFT Clinique. Quel regard portez-vous sur cette méthode et aussi quels sont selon vous ses apports spécifiques pour les professionnels de la santé mentale au Sénégal? Et c'est l'occasion de remercier votre présence et d'avoir eu à nous former une première cohorte au Sénégal sur l'EFT, mais de notre appréciation de ces jours de formation, l'EFT est pratique. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui peuvent directement offrir leurs soins. Et le fait d'être en interaction avec le client permet de renforcer un peu cette sécurité. Donc ça s'adapte un peu aux différents niveaux de prise en charge. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances extraordinaires en anatomie, en physiologie ou en psychologie. On n'a pas besoin d'avoir un plateau technique très fourni qui va faire des examens ou autres, ni des équipements électroniques connectés. On a besoin d'avoir des acteurs qui sont engagés d'abord et qui apprennent la technique. Et je sais que pour l'avoir vécu, l'apprentissage de la technique n'est pas difficile. Cette technique est accessible aux infirmiers, même aux acteurs communautaires, pourvu que c'est de l'utilisation. Au fur et à mesure qu'on utilise, au fur et à mesure qu'on se confronte à des difficultés,
on nous accompagne avec un mentorship, par exemple, qui permet d'améliorer la pratique au fur et à mesure que l'on fait. Je pense que ça pourrait s'adapter à notre environnement. Pensez-vous que l'EFT clinique pourrait jouer un rôle structurant dans la réponse communautaire à la souffrance psychique au Sénégal, notamment dans les zones rurales ou vraiment faiblement médicalisées dont vous parliez justement? Effectivement, j'y crois parce que au niveau rural, on a des ressources humaines qui sont là, qui sont disponibles. Il y a les infirmiers, il y a les aides infirmiers, la méthode. Mais ces personnes ont une demande médicale, une demande sociale qui est là, et n'ont pas d'outils. Donc avoir un outil qui est pratique, un outil qui est rapide d'enseignement d'abord, parce qu'on n'a pas besoin de faire des années pour connaître l'outil, et un outil qui est aussi rapide dans l'effet, c'est-à-dire qu'en travaillant avec le patient, on voit au fur et à mesure les effets sur le patient. Je pense que l'outil se défend tout seul. Et enfin, quelles seraient selon vous les conditions nécessaires pour que des approches comme l'EFT puissent être intégrées durablement dans les dispositifs de soins, de formation et de prévention en santé mentale au Sénégal? La première chose qui doit être d'abord réglée, c'est qu'au niveau du ministère de la Santé, qu'on considère cet outil, l'EFT, comme un moyen thérapeutique qui peut être utilisé au niveau des soins de santé primaires. D'abord, première chose, parce que cette considération donne une certaine légalité de la pratique. Deuxième étape, c'est de former un lot de personnes qui pourront après disséminer leur expérience. Aujourd'hui, on a eu cette formation pour des masters, un groupe de 18 jeunes inscrits au master de psychothérapie. Maintenant, ça ne suffira pas. Il faudra qu'on aille vers un programme beaucoup plus structuré au ministère de la Santé, où on pourra former au niveau des directions régionales de santé et au niveau des districts sanitaires des prestataires qui vont pouvoir l'utiliser. Et après ça, en troisième étape, de maintenant former des acteurs communautaires. Par exemple, au Sénégal, si j'explique un peu, il y a un réseau national d'acteurs communautaires qui sont engagés sur la santé mentale. Ils accompagnent, ils aident, ils font des visites à domicile. Parmi eux, on a des professionnels, il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a voilà, des maçons. Donc c'est une pluralité d'acteurs qui sont juste engagés pour pouvoir accompagner la santé mentale des populations. Donc essayer de trouver des solutions pour que ces acteurs aussi puissent l'utiliser, et je pense que ça doit être possible. Pas tous, mais ceux qui ont un bon profil, qu'on puisse les aider. Maintenant, derrière ça, il faudra que ce soit il faudra chercher des financements qui devront l'accompagner, qui devront mettre en place ces formations, accompagner tout ce processus de mise en place. Mais sans aucun doute, on peut commencer progressivement, étape par étape, y aller et former petit à petit pour pouvoir espérer que ça se dissémine progressivement dans toutes les zones du Sénégal.